À l'heure où les preuves d'une accélération du réchauffement s'accumulent, de nouvelles discussions sur le climat se tiennent à Varsovie ce mois-ci avec des négociateurs toujours divisés. Le phénomène cause la fonte de la banquise de l'Arctique et des glaciers alpins, des conditions météo extrêmes et impacte la faune et les écosystèmes. Cette 19e conférence s'ouvre après les quelques progrès enregistrés l'an dernier au sujet d'un fonds vert pour le climat, une aide versée par les pays développés à ceux en développement. Et comment l'Union européenne peut-elle réduire de 20% ses émissions de CO2 à l'horizon 2020 quand des pays sont réticents à faire baisser les rejets du trafic routier et des centrales au charbon? Bonjour et bienvenue dans The Network, une discussion intense avec des personnalités qui font l'actualité. Connecté dans ce programme ici au Parlement européen à Bruxelles, Bas Eickhout, eurodéputé vert, membre de la Commission de l'Environnement au Parlement. À Bonn, Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui organise ces négociations. Enfin à Lisbonne, Sebastian Lüning, climato-sceptique et géologue chez le fournisseur d'énergie allemand RWE. Son livre, dit Kalte Zone, le soleil froid, explique le réchauffement par l'action du soleil et des cycles océaniques. Bienvenue à vous tous. Première question pour Bas, tout d'abord. Une augmentation des températures de 2 degrés Celsius est-elle possible? C'est apparemment le point de bascule. Est-ce la charnière vers la catastrophe ou exagère-t-on ce risque? Bas. Eh bien, tout d'abord, si on ne fait rien, ces discussions sur le climat seront un échec. Et il est certain que nous aurons cette augmentation de 2 degrés. Ok, mais est-ce là un problème? C'est un problème parce que la Terre s'est déjà réchauffée de 2 degrés, mais cela ne s'est jamais produit avec une Terre habitée par 7 milliards d'individus. Je ne crois pas que nous voulions prendre le risque. Christiana, y a-t-il un risque que nous atteignions ce point charnière? En réalité, nous sommes à un carrefour. Soit on continue nos activités comme d'habitude, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et nous aurons cette hausse de 2 degrés. Soit on peut faire un choix et limiter cette hausse. Et c'est notre objectif sous l'égide de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à savoir dans quelle mesure les pays vont collaborer pour nous maintenir en dessous d'une augmentation maximum de 2 degrés. Ok, Sébastien, on s'inquiète trop? Qu'en pensez-vous? La question sous-jacente ici, c'est dans quelle mesure les rejets de CO2 contribuent vraiment au réchauffement. Et sur le sujet, les scientifiques sont en train d'évaluer les choses. Les craintes anciennes selon lesquelles le CO2 était un agent chauffant très important s'avèrent finalement fausses. Et de nombreux articles affirment aujourd'hui qu'il ne participe pas tant que ça au réchauffement. Bien, on pourrait débattre longtemps de cette question, mais qui est responsable du fait que nous n'ayons pas d'accord post-Kyoto? Bas? Eh bien, Mais on a un accord. j'allais effectivement dire que nous avons un accord. On a un protocole qui s'applique, mais le problème, c'est qu'il n'y a que l'Europe et certains pays qui l'ont signé. Donc il n'est pas très convaincant. Il nous en faut un autre convaincant pour l'après 2020, mais nous avons un protocole en cours. Exactement. Christiana, il n'est pas très contraignant, non? Il est absolument contraignant. La seconde période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto lie les pays pour lesquels le protocole de Kyoto s'applique jusqu'en 2020, donc c'est un accord contraignant. De plus, ce que les différents pays sont en train de faire, c'est de négocier un nouvel accord qui fera en sorte d'instaurer un même accord cadre pour tous les pays. Donc il y a deux approches. On fait les choses à quelques-uns ou à beaucoup plus. Sébastien, avons-nous besoin d'un nouvel accord? Vaste question. Je pense que nous devrions simplement entamer ces négociations compliquées lorsque les bases scientifiques seront établies. Oui, mais bon, ça peut prendre très longtemps. L'autre camp répond que ça sera trop tard quand nous aurons assez d'études scientifiques. Mais nous avons vu que sur les 15 dernières années, nous n'avons plus de réchauffement et d'après les travaux scientifiques, la moitié du réchauffement qui s'est produit sur les 40 dernières années est dû à la phase chaude d'un cycle océanique. Ce qui veut donc dire qu'au cours des 15 dernières années, ce même cycle océanique a abouti à une réduction du réchauffement. De nombreuses évaluations ne sont pas correctes et nous devons revenir à la science. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y, Bas. Désolé, mais je me dois d'intervenir. Ok, laissons Bas s'exprimer en premier.
C'est bien que vous ayez invité un représentant des 5% de scientifiques qui nient tout cela, mais il y en a 95 autres % qui disent que nous avons un problème. Si vous prenez l'avion et que 95% des experts disent cet avion va s'écraser, faites quelque chose, vous allez vous fier aux 5% qui vous assurent qu'il n'y a pas de problème. Moi, je préférerais tout faire pour éviter l'accident. Ok, essayons de ne pas nous chamailler. Christiana, laissez-moi vous poser cette autre question. Ces discussions sont-elles vouées à l'échec du fait de la crise économique ? Non, en réalité, nous avons l'immense opportunité de nous attaquer au changement climatique. Parce que quand on aborde cette question, on promeut une toute nouvelle industrie, un tout nouveau secteur, avec la possibilité de créer des emplois et de rendre plus durable notre développement à long terme. Donc c'est un scénario très très positif qui se profile. Bass, qu'en pensez-vous? Vous savez bien ce qu'en disent les électeurs. D'après vous, en pleine crise, vont-ils accepter les sacrifices de fermer les centrales, changer l'économie, réduire les émissions de CO2? Sont-ils prêts à tout ça? Bonne question. Aujourd'hui, de nombreux pays n'ont pas de réelle volonté de faire ça et c'est tout l'objet du débat. Mesurons-nous bien les opportunités offertes par une nouvelle économie ne reposant pas sur ces carburants fossiles qui favorisent les importations et nuisent à l'environnement? Et sommes-nous capables de mener cette transition? À voir si les pays oseront franchir le pas. Des pays comme la Pologne ont été très réticents jusqu'à présent. Mais au final, on sait bien que tout le monde ira dans cette direction parce que c'est plus propre, plus sûr et plus intéressant économiquement. Bien, Sébastien, qu'en est-il de ce pont technologique que représentent le captage et le stockage du CO2. Sébastien, d'après vous, est-ce une bonne chose? Oui, j'ai des doutes. Je suis géologue, donc je devrais être un grand partisan de cette technique. Mais comme en réalité nous ne connaissons pas la dangerosité du CO2, peut-être que nous enfouissons une molécule qui ne joue pas un rôle majeur. Je voudrais aussi dire quelque chose à Bass. On ne dit pas que le CO2 n'a aucun effet sur le climat. Dans le livre que nous avons écrit, on dit que nous aurons une augmentation d'1 degré d'ici la fin du siècle. Donc c'est une chose à laquelle nous pouvons faire face. Il est certain que nous devons agir, mais ce n'est pas la catastrophe. Les températures ont déjà augmenté de 0,8 degrés. Une autre hausse d'1 degré voudrait dire que nous ne serions pas loin d'une augmentation de 2 degrés. Donc je pense qu'il serait préférable d'agir. Bon, Christiana, d'après vous, devons-nous davantage nous concentrer sur les mesures d'atténuation? Si les températures augmentent de toute manière et que nous constatons un manque de coopération de la part des différents pays, pourquoi ne pas privilégier l'atténuation et nous occuper de nous adapter à ces hausses de température? Vous parlez d'adaptation, Chris. En réalité, nous envisageons les deux aspects parce que nous devons atténuer les choses, nous devons infléchir la courbe des émissions qui continue de croître actuellement. Celle-ci devrait atteindre un pic mondial pendant cette décennie, puis commencer à redescendre de telle sorte que nous arrivions à 0 émission d'ici la deuxième moitié du siècle. Mais dans le même temps, les pays ne se concentrent pas uniquement sur ces mesures d'atténuation, ils se préoccupent de notre adaptation. Et ça commence par la nécessité de nous adapter aux changements qui sont maintenant inévitables. La dernière question, nous allons essayer de donner la parole à chacun. Est-ce trop tard? Gaspillons-nous de l'argent dans ces discussions sur le climat qui ne mènent à rien? Ou y a-t-il une chance que nous fassions des progrès à Varsovie? Bass. On ne gaspille absolument pas d'argent, mais le temps nous est compté. Nous devons avancer. Et les discussions en Pologne sont importantes avant Paris en 2015. Ce sera délicat, difficile, mais on ne perd pas de temps, car si nous ne faisons rien, on aura des problèmes à la fois de nature économique et environnementale. Sébastien, brièvement, votre point de vue. Je pense que nous devrions nous méfier de cette idée de catastrophe et nous concentrer sur l'efficacité énergétique et sur les vrais problèmes. Et ce sont des sujets qui devraient de plus en plus être abordés lors de ces négociations. Christiana, êtes-vous optimiste à l'heure où le gouvernement polonais lui-même est très réticent à réduire les rejets de CO2 en ce moment à cause de la crise? Oui, je suis optimiste parce que je sais que des pays vont arriver en Pologne avec un agenda très ambitieux, qu'ils vont remplir leurs objectifs et qu'ils ont un calendrier très clair en tête en vue de trouver un accord lors de ces discussions programmées jusqu'en 2015 à Paris. Mais je suis aussi optimiste parce que je sais qu'il n'y a pas que les gouvernements qui avancent dans la bonne direction. Il y a aussi le secteur privé, le secteur financier, le monde de la banque. Tout le monde avance parce que tout le monde comprend qu'il existe un avenir beaucoup plus prometteur que nous pouvons envisager.
Christiana, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités, Bas Ekout, Christiana Figueres et Sebastian Luning. C'était Chris Burns. Et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.